avec du cœur, tout est possible. Laurent Gontard est directeur du développement RH chez Stellian, acteur majeur des services à l'assurance. Dans les ressources humaines depuis plus de 20 ans, Laurent a travaillé en France, en Europe de l'Est, en Asie et au Moyen-Orient. Une culture d'entreprise peut être un agglomérat de cultures traditionnelles et collaboratives. Il en est convaincu. C'est cette capacité à créer un socle de valeurs communes et à placer l'humain au cœur de l'entreprise qui feront, pour lui, le futur du travail. Laurent est passionné et ça se sent. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent. Bonjour Grace. Laurent, tu es directeur du développement RH du groupe Stellian et les problématiques auxquelles tu fais face aujourd'hui viennent d'un rachat, enfin de plusieurs rachats. On va direct au cœur du sujet. Le groupe Stellian se caractérise par une croissance externe qui a été particulièrement forte ces dernières années. Alors toi, avec tout ça, tu dois constituer une culture commune. C'est pas simple. Comment tu fais ? Oui, tout à fait. En effet, le groupe Stellian, finalement, dans sa composition actuelle, est assez récent. Alors, certaines entités ont presque 40 ans d'existence, mais le groupe Stellian est assez récent, puisque, comme tu le disais, il a été constitué par l'acquisition de plusieurs dizaines, d'une dizaine en tout cas, d'entités juridiques ces dernières années. Et donc, ce qui crée ce qu'on appelle chez nous une constellation de cultures, une mosaïque de cultures, évidemment très différentes les unes des autres. Et puis, c'est en effet, dans le rôle de directeur du développement RH, un enjeu très fort d'essayer de rassembler, de créer, d'harmoniser une culture qui puisse fédérer et donner du sens finalement à l'ensemble de nos collaborateurs. Complètement. Dans ces cultures différentes, c'est quoi ? Il y en a qui sont très traditionnelles, d'autres beaucoup plus collaboratives ? Oui, tout à fait. On a certaines filiales ou certaines activités du groupe qui peuvent être apparentées, par exemple, à ce qu'on appelle l'esprit start-up, avec des sociétés qui sont extrêmement flat dans leur organisation, dans leur culture managériale, une habitude d'échanger, de manière très fluide, en tout cas entre les collaborateurs et les managers. Et puis, dans d'autres activités, peut-être la culture hiérarchique est plus forte. On a des cultures organisationnelles qui sont peut-être un petit peu plus traditionnelles. Donc tout ça, l'enjeu, c'est de faire cohabiter toutes ces cultures finalement pour la performance du groupe. Et puis donc c'est bien l'enjeu en tout cas qu'on mène aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'il fallait définir un petit peu la culture d'entreprise du groupe, ce serait quoi ? Alors, on a une culture très technique. Stellian, c'est un acteur majeur en France, en Europe, des services à l'assurance. Donc, on est des spécialistes de la gestion du risque. Et ce qui rassemble nos collaborateurs, c'est d'abord le goût de la technique. On a des experts, nos collaboratrices, nos collaborateurs sont souvent des ingénieurs, des architectes, des gens qui viennent d'une formation technique. Et donc, il y a un goût, il y a une vraie appétence pour des sujets techniques. Donc ça, c'est quelque chose qui fédère, en tout cas, les collaborateurs du groupe. Et puis, on a aussi un deuxième pendant de la culture d'entreprise, qui est le goût du client. On a plus de 1000 experts en assurance qui interviennent chaque jour chez les professionnels, les particuliers, lorsque ces professionnels et ces particuliers rencontrent un sinistre, un dommage. Et donc, on interagit chaque jour avec des personnes qui viennent de subir un coup dur dans leur existence, un incendie, une fuite d'eau, en ce moment avec les tempêtes par exemple. Et donc il y a un vrai goût, une vraie appétence de nos professionnels, de nos collaborateurs pour l'échange avec les clients dans ces situations extrêmes. Est-ce qu'il y a une possibilité au final dans le groupe de passer d'une entité à une autre ? Alors, c'est effectivement, ça fait partie des actions qu'on mène aujourd'hui pour travailler sur la culture d'entreprise. C'est-à-dire que c'est évidemment pas facile parce que quand on intègre des sociétés, chaque société évidemment a son modèle social, a son organisation, et la mobilité, elle est pas tout de suite possible.
il y a un vrai travail RH à faire justement d'harmonisation des systèmes, d'harmonisation des métiers, d'harmonisation des fiches de poste, etc. Et donc tout ça, c'est le travail qu'on mène justement pour pouvoir accélérer la mobilité. Et très clairement, nous, dans nos priorités aujourd'hui pour développer cette culture commune, en tout cas chez Stelian, le sujet de la mobilité interne est super important parce que donner l'opportunité à nos collaborateurs de passer d'une activité à une autre, d'un métier à un autre. On a 30 métiers, on a plus de 30 métiers, on est présent dans 120 sites en France, donc il y a des opportunités incroyables chez Stelian, en tout cas de développer une carrière, de changer de métier, de développer des compétences, etc. Et justement, la culture d'entreprise doit nous permettre d'offrir ces opportunités aux collaborateurs. Je voulais en parler un petit peu après dans le podcast, mais ça me vient maintenant, alors soyons spontanés. J'allais dire, au niveau du recrutement, j'imagine que toi aussi tu gères le recrutement. Est-ce que c'est une demande des jeunes ou des jeunes arrivants en tout cas, d'avoir cette possibilité d'évolution à la fois verticale et horizontale ? Pas pour tous en fait. Alors c'est vrai que certains, peut-être effectivement les plus jeunes générations demandent ce qui est possible de faire, ou en tout cas une curiosité plus importante en effet sur les métiers, les opportunités dans le groupe. C'est vrai que c'est un sujet qui revient quand même régulièrement dans les entretiens d'embauche, et je pense que justement le fait que le groupe Stelian ait autant de métiers et autant même de localisation géographique, ça fait partie en tout cas d'un point fort très clairement dans notre marque employeur. Alors justement Laurent, donc pour résumer un peu, donc tu disais 120 sites en France, donc plusieurs entités différentes qui font partie maintenant du groupe. Est-ce que ton objectif c'est de créer, disons, d'uniformiser un petit peu toutes les cultures, ou est-ce que tu vas créer une autre culture qui va toutes les enrober, ou est-ce que tu as une autre technique, disons, pour créer une culture d'entreprise commune ? C'est une bonne question parce que il y a plusieurs angles d'attaque en effet, et souvent j'ai envie de dire, moi j'étais consultant pendant longtemps et c'est vrai que souvent en France on aurait tendance dans des sociétés qui ont grandi beaucoup par croissance externe à vouloir harmoniser, créer des clones. Très clairement moi j'y crois pas. Et aujourd'hui chez Stelian je crois pas à une culture qui soit complètement harmonisée où chacun se sente complètement appartenir. Enfin, je pense qu'il y a des particularités, il y a des singularités. Et ce qu'il faut qu'on travaille, c'est à la fois évidemment sur des repères communs, et on y viendra d'une culture d'entreprise Stelian, évidemment, avec quelques repères. Mais ce qui doit faire notre singularité aussi, c'est laisser une certaine autonomie à nos activités, à nos filiales, dans la manière dont ils vont gérer peut-être leurs relations clients, dont ils vont gérer leurs relations avec leurs collaborateurs. Donc moi, je crois beaucoup aussi à cette notion de culture qui doit donner, de culture groupe en tout cas, qui doit donner certains repères, et puis on pourra parler de quels repères tout à l'heure, et en même temps laisser des sous-cultures aussi, alors qu'ils ne soient pas évidemment éthiquement ou déontologiquement, on va dire, en contradiction avec la culture d'entreprise, mais laisser des sous-cultures s'exprimer aussi parce que, on a, ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup de métiers. Chez nous, il y a une trentaine de métiers différents et je crois qu'il y a un certain nombre de métiers qui ont des cultures spécifiques aussi. En tout cas, nous, notre rôle au sein de la direction de la transformation, la direction des ressources humaines, c'est de faire la part des choses entre une culture commune et puis en même temps laisser cette autonomie à nos filiales, à nos entités, à nos pôles, ce qu'on appelle chez nous les pôles, de mettre en place aussi des cultures particulières. Voilà. Quels seraient du coup ces points de repère ? Alors les points de repère, chez nous, il y en a plusieurs. D'abord le management. Moi, c'est ma conviction. Le management, ce que le manager incarne, ce que le manager provoque comme sentiment d'engagement chez les collaborateurs, pour moi, c'est au centre d'une culture d'entreprise. Ça doit être au centre d'une culture d'entreprise. Et chez Stelian, on a pas mal agi depuis 3 ans, en effet, pour développer une culture d'entreprise à travers une culture managériale qui soit bien représentée. Alors, ça passe d'abord par un modèle managérial. Alors, c'est assez classique, mais de rappeler, en tout cas, voilà, quelques postures attendues chez un manager chez Stelian. Nous, chez Stelian, on a un modèle managérial autour de 3 grandes dimensions. Le leader, le boss, le coach. Voilà, ce qu'on appelle leader, boss, coach. Donc, leader, c'est celui qui donne du sens, qui donne de la perspective, qui donne de la vision.
Le boss, c'est le manager qui, en effet, gère les performances, fixe des objectifs, cadre, organise l'activité. Et puis le coach, c'est celui qui développe, qui inspire, et puis qui va donner du sens finalement aux collaborateurs. Voilà, donc c'est un modèle assez classique, mais globalement, c'est le modèle sur lequel on a bâti derrière un certain nombre d'actions, de formations, de co-développement, de coaching. Et le but, en effet, c'est de s'assurer que l'ensemble des managers du groupe, qui viennent de l'extérieur ou qui soient promus de l'interne, puissent incarner, moi je crois beaucoup dans une culture à l'incarnation, que ces managers puissent incarner cette culture basée sur l'humain, voilà. Donc ça c'est très très fort dans nos actions. C'est intéressant ce que tu dis sur le management vraiment comme pivot d'une culture organisationnelle. Comme tu le dis, ça nécessite de la formation parce que tout le monde n'est pas né manager. Enfin, c'est ni leader, ni coach, ni boss. Enfin, maintenant, il faut être plein de choses en même temps. Ça me fait penser à un ouvrage de Gary Hamel qui s'appelle « La fin du management » où lui, il défend l'idée que demain, il n'y aura pas de manager, mais qu'en fait, chaque collaborateur aura des tâches de management. Tu penses quoi de cette vision ? Je partage une partie de ça. Alors, je crois encore très fortement à l'existence du management. Enfin, je veux dire, je pense que la fonction managériale, alors elle évolue beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'innovation managériale en ce moment dans les organisations, mais je crois beaucoup à la fonction managériale et à la professionnalisation des managers. Enfin, moi, c'est une profonde conviction. Chez nous, chez Stellian, je parlais tout à l'heure, on a une culture technique. Souvent, nos managers, ce sont des gens qui viennent du métier, sont des experts, sont des maîtreurs, des gens qui sont avant tout et dans leur culture des techniciens, des experts, des ingénieurs. Et c'est pas toujours facile. On se rend compte que c'est pas toujours facile de passer d'un poste technique à un poste managérial. Et la culture, elle passe par cette professionnalisation, faire des managers des professionnels du management. Et en même temps, et c'est là que je rejoins Amel effectivement dans son bouquin, c'est que je pense que le manager ne peut plus incarner aujourd'hui le seul pivot. Voilà, c'est celui qui à la fois doit être bon techniquement, c'est le référent technique, et puis c'est le coach, et puis il sait tout faire, etc. Aujourd'hui, le manager, ce qu'on apprend en manager et dans le culture managériale, c'est bien à s'appuyer aussi sur des équipes, des individus qui vont aussi prendre chacun des responsabilisations, être référent sur certains. Donc voilà, moi je pense que c'est un tout. On est dans du systémique ici. L'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, je crois, à la professionnalisation des managers et deux, à une responsabilisation accrue aussi des collaborateurs qui pourraient aussi être amenés à prendre petit à petit certaines responsabilités du manager. Je pense notamment, par exemple, aux réunions. Enfin, si on doit parler des réunions d'équipe, voilà, c'est le rituel que tout le monde connaît. On a tous eu des réunions. Le modèle traditionnel, c'est la réunion animée par un manager qui va définir un emploi du temps, enfin un agenda, qui va animer, faciliter les discussions, souvent apporter du contenu. Moi je crois beaucoup à un manager qui va être aussi en capacité aujourd'hui de faire animer, de demander à ses collaborateurs d'animer la réunion, d'être parfois en position haute, parce qu'il le faut. Il y a certains sujets où le manager doit être en position haute, et dans d'autres sujets en position basse, à écouter, à faire émerger en tout cas des idées auprès de ses collaborateurs. Donc voilà, pour moi le manager, et peut-être pour résumer, sur cette culture managériale, moi je viens du monde du coaching et j'aime beaucoup cette idée du manager coach, de cette idée du manager coach qui est à la fois en capacité d'adopter une posture haute dans son style de management, c'est-à-dire de fixer des objectifs, de donner une vision, d'être un repère, d'être un phare finalement, et en même temps aussi d'adopter une posture basse de celui qui développe, celui qui crée la confiance et qui fait émerger les talents. Donc ça, il y a une nécessité de formation. Ouais, il y a une nécessité de formation, mais pas que, parce qu'on sait que la formation, c'est indispensable. Clairement, c'est indispensable. Moi, mes convictions par rapport aux formations managériales, c'est beaucoup de sociétés investissent sur des formations one-shot, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours, et les managers sont contents, puis finalement, après, ils ont peut-être plus de mal à mettre en place les actions et les postures attendues. Moi, ma conviction, c'est que le management, c'est un apprentissage continu. On ne devient pas un jour, en se réveillant, un bon manager. Le bon manager, c'est souvent celui justement qui sait faire preuve d'humilité, qui
se connaît bien, ça passe par une bonne connaissance de soi, donc qui est en capacité de porter un regard plutôt objectif sur elle, sur lui, sur ce qu'il ou elle sait bien faire ou sur ses axes de développement. Et donc nous, dans ce qu'on essaye de créer et d'initier auprès de nos managers, c'est justement dans nos formations et dans nos actions, c'est d'aider nos managers justement à faire preuve de cette humilité, à développer cette connaissance de soi, et ce qui va leur permettre derrière à la fois d'être bien dans leur posture managériale aujourd'hui, mais de continuer aussi à se développer. C'est pour ça qu'on a intégré par exemple du coaching. Certains managers peuvent bénéficier de coach. On essaie de démocratiser justement le coaching aussi, de pouvoir offrir à un certain nombre de collaborateurs qui ne sont pas d'ailleurs que des managers. On offre aussi du coaching, des sessions de coaching à des collaborateurs qui ne sont pas managers, et justement pour développer cette connaissance de soi, cette volonté d'apprendre, de se développer en continu. C'est très intéressant tout ce que tu nous dis là, et puis par cette conversation-là, ça montre aussi, toi, ta passion, entre guillemets, pour le travail de demain. Ouais. C'est vraiment un sujet qui t'anime. Bon voilà, tu connais Gary Hamel, j'imagine que tu lis pas mal de livres aussi sur le management, sur l'entreprise. Là, on le voit en 20 ans avec Internet, avec le numérique, le monde du travail a complètement changé. Dans 30 ans, qu'est-ce que sera le monde du travail ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Quelle est ta vision là-dessus ? C'est pas évident, parce qu'effectivement, on voit bien, comme tu le rappelais, le monde a tellement évolué en 20 ans. Si on m'avait demandé il y a 20 ans comment je voyais le monde du travail en 2023-2024, je sais pas si j'aurais pu répondre. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a évidemment des transformations profondes. Évidemment, la technologie, l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. vont transformer nos métiers. On lit, on entend que la grande majorité des métiers qui existeront même en 2030 ou 2040 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est dingue. Moi, il y a quelque chose qui m'anime toujours, que je garde toujours en tête, et notamment dans ma fonction aussi de responsable, directeur de la formation au sein du groupe, c'est que une compétence technique, aujourd'hui, une compétence métier, a une durée de vie moyenne de 5 ans. C'est-à-dire que globalement, on change de métier technique, on change d'expertise tous les 5 ans. On doit réapprendre un métier tous les 5 ans. Donc ça interroge en effet d'abord sur nos rôles. Enfin moi déjà ça m'interroge sur mon rôle aussi, directeur de développement RH, et notamment pour développer la capacité des collaborateurs, 1, à désapprendre, 2, à réapprendre. Enfin voilà, globalement à apprendre. Le devoir de l'entreprise aujourd'hui et demain encore plus sera vraiment d'être une école au final, d'apporter des compétences, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, j'en suis persuadé. Je pense, mais c'est tout à fait le bon terme. Je pense que un de nos devoirs, une de nos missions, c'est de devenir une école, à la fois pour s'assurer que nos collaborateurs, nos collaboratrices développent bien les compétences qui sont utiles, à notre activité, à notre business, qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs stratégiques, mais et surtout vont permettre d'élever les collaborateurs humainement, personnellement, alors pas que professionnellement, mais aussi humainement et personnellement. Quand on parle de culture, pour moi, la culture, la définition première de culture, c'est quelque chose qui élève. Voilà, je suis cultivé, donc je m'élève et je vais m'inspirer, quelque chose qui m'inspire. Et donc je pense que les organisations, pour pouvoir continuer à être attractives, pour pouvoir continuer effectivement à attirer des talents, à fidéliser des talents, doivent pouvoir nourrir, alimenter intellectuellement aussi les collaborateurs et les collaboratrices à travers une mission aussi sociale, etc. Donc et je pense que le fait d'avoir une école de formation interne doit permettre aussi offrir l'opportunité aux collaborateurs de s'élever, d'apprendre et de se développer aussi personnellement et humainement. C'est Laurent Chorin qui, dans un épisode de Culture Entreprise, justement, tu vois qui c'est, Laurent Chorin, ou pas ? Non. DRH du groupe Mazars. D'accord, ok. Qui justement parle de l'entreprise école. Alors pour le coup, c'est une entreprise de conseil. Lui, il sait très bien que les jeunes, que les salariés, en l'occurrence, sont souvent des jeunes. Ils arrivent en sortie d'école. Ouais. C'est une période de leur vie qui va être très intense, disons. Et le but d'un groupe comme Mazars, selon les dires de Laurent Chorin, c'est justement de leur inculquer le savoir, les compétences et une certaine culture qui vont ensuite apporter à d'autres entreprises. Il y a vraiment cette vision de, en fait, on va pas garder nos collaborateurs toute la vie. Ce rapport au travail de exactement. CDI, je ne bouge pas, ça n'existe plus vraiment, quoi. Oui, tout à fait. Ça, faut bien prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a des paramètres très complexes à prendre en compte. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui,
cette notion d'entreprise école est bien présente. C'est-à-dire que, et dès le début, en effet, parce que ça permet d'attirer des talents aussi. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter, comme beaucoup, et donc d'être en capacité d'offrir à des gens qui ne viennent pas du tout de ce monde, du monde de l'assurance, des services à l'assurance, de la technique, mais en tout cas de leur offrir la capacité chez nous d'apprendre un métier, de se professionnaliser, de s'intégrer dans une entreprise, etc. Enfin, ça, ça fait partie aussi, ça doit faire partie de notre culture d'entreprise. Et puis derrière, en effet, on voit bien que le rapport des collaborateurs avec l'entreprise évolue. On est de plus en plus dans des sociétés où on fait intervenir des prestataires externes, où on voit bien, moi c'est quelque chose qui me marque profondément lors des entretiens de recrutement que je peux avoir, notamment avec des plus jeunes aujourd'hui. Le CDI, qui était le sacro-saint pendant longtemps chez les jeunes, et puis pas d'ailleurs que les jeunes, aujourd'hui c'est moins valorisé. J'ai pas mal de candidats qui me disent, moi je suis pas intéressé par un CDI, ce qui m'intéresse c'est venir chez vous pour une expérience de 6 mois, 1 an, et puis dans 1 an j'ai prévu de faire le tour du monde avec mon conjoint, ma conjointe, etc. Donc là je viens juste apprendre pendant 1 an. Notre enjeu il est plus de dire comment je peux fidéliser à vie des collaborateurs, mais comment je peux m'assurer, et ça pour moi, c'est ce qui me fait lever le matin. La question que je me pose quand je me lève le matin, c'est comment je peux m'assurer que les collaborateurs du groupe, qu'ils restent dans le groupe 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, soient totalement engagés, totalement performants le temps qu'ils travaillent, qu'ils passent dans le groupe. Voilà. Donc c'est pas comment se projeter trop longtemps, c'est comment s'assurer qu'ils soient à la fois alors performants et en même temps aussi avec du sens, avec une notion de bien-être, avec le sentiment en tout cas de contribuer à quelque chose qui est peut-être plus important aussi qu'un objectif financier ou un objectif business. Voilà, donc tout ça c'est quand même une équation avec des algorithmes qui sont super compliqués, mais ce qui fait aussi le plaisir de travailler aujourd'hui sur ces sujets-là. Oui, et ta passion qui s'entend d'ailleurs. Oui, clairement. C'est vrai que c'est intéressant cette notion du rapport au CDI, au CDD, des contrats de prestation de services, ce genre de choses. Ça va avoir des conséquences claires et nettes sur la culture d'entreprise. Ouais. C'est sûr. Enfin, d'où ce que tu racontes depuis le début, qui est plutôt avoir une culture d'entreprise avec des points de repère, des sortes de lignes conductrices, et puis après chacun l'adapte un petit peu comme il veut, comme il peut. Ça sera encore plus vrai demain. Ouais, tout à fait. C'est bien ça. Pour moi, c'est une culture, c'est donner des repères, c'est des principes d'action, qui doivent être clairs pour tous. C'est aussi la culture, c'est la dimension qui doit permettre de créer un lien de confiance rapide. Parce qu'aujourd'hui, l'organisation, encore une fois, dans le contexte qu'on vient de décrire, de gens qui viennent parfois faire des CDD, qui en tout cas ne viennent pas pour rester longtemps dans une organisation, mais viennent pour consommer finalement une expérience professionnelle, parce que il y a cette notion de consommation finalement, comme on peut le voir, on va consommer chez Uber, on va consommer chez Amazon, on va consommer, il y a bien cette notion aussi de venir consommer dans une organisation, c'est-à-dire de venir connaître une culture d'organisation, d'apprendre un métier, de développer des compétences, etc. Donc notre enjeu, il est de mettre ces gens-là en condition pour qu'à la fois ils puissent trouver les réponses à ce qu'ils viennent chercher, et puis en même temps que ça soit bénéfique évidemment pour l'entreprise et puis pour son business. On en a un petit peu parlé au tout début de toi, ton expérience, ton parcours. Donc, tu as travaillé en effet dans le coaching notamment, mais tu as surtout travaillé 15 ans à l'étranger. Tu as bossé notamment au Canada, en Roumanie, si j'ai bien compris, Moyen-Orient, Asie. Je dirais que la région du monde que je connais le plus, c'est l'Europe centrale et orientale et la Roumanie, où j'ai passé effectivement plus de 10 ans. Ouais. Et puis toute cette région d'Europe centrale et orientale. Alors aujourd'hui, on est dans un monde globalisé, d'accord ? Bon, la culture d'entreprise et le rapport au travail est extrêmement différent d'une région à l'autre. Quel est le regard que tu poses là-dessus par rapport à aujourd'hui et aussi, du coup, au monde de demain ? Alors, déjà, il y a quelque chose qui rassemble. C'est-à-dire que la culture d'entreprise, finalement, il y a des dimensions qui sont similaires, quelles que soient les nationalités et les pays. C'est-à-dire que je pense qu'un professionnel qui soit en CDD, en CDI, en France, en Amérique ou dans un autre continent, il a besoin, quand il travaille, quand il ou elle travaille, déjà de trouver du sens.
son travail. Donc une culture d'entreprise, quelle que soit la dimension nationale, internationale d'une entreprise, elle doit être en capacité justement de donner du sens, de permettre à chacun, quel que soit son statut finalement, de comprendre comment il ou elle va contribuer à la fois à l'entreprise, mais aussi de manière plus importante. Enfin, donc, moi voilà en tout cas un point commun dans ce que j'ai pu observer dans les différentes organisations. Après, il y a des régions du monde, moi en ayant travaillé, j'ai pas mal bourlingué dans les pays d'Europe centrale et orientale, effectivement tu le rappelais, beaucoup en Roumanie où j'ai à la fois développé une activité de coach pendant quelques années en temps indépendant, et puis après j'ai travaillé pour une société comme KPMG à développer une activité de conseil RH. On est dans des pays, les pays d'Europe centrale et orientale par exemple, on est dans des pays où la culture d'entreprise est extrêmement forte, où parfois l'entreprise va suppléer l'école, la famille. Donc il y a une attente vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'organisation. Moi, je me rappelle toujours en Roumanie, par exemple, ce qui était extrêmement apprécié, c'était les fêtes d'anniversaire. On fêtait chaque anniversaire, on fêtait chaque fête de nom, de sang. Toutes les Noëls, toutes les fêtes religieuses étaient l'occasion aussi de célébrer avec la famille, d'amener parfois les collaborateurs, amener les parents, amener les enfants, etc. Donc ça faisait partie de la culture d'entreprise d'être aussi un lieu hyper complémentaire de la cellule familiale. Voilà, donc ça c'est des particularités, par exemple dans certains pays. J'ai connu ça aussi dans certaines entreprises d'Afrique, par exemple du Maghreb, où j'ai eu la chance de pouvoir aussi intervenir en tant que consultant. Cette notion, voilà, de presque deuxième famille ou de famille presque complémentaire, et donc une attente forte des collaborateurs vis-à-vis de ça. Peut-être que nous, en France, en Europe du Nord, on a davantage envie de faire la séparation entre la vie privée, la vie personnelle, etc. Donc, il y a peut-être moins ce besoin, en tout cas, de sentir ce cercle familial. Encore que, moi, je pense que de créer, enfin, de réfléchir justement au lien entre culture organisationnelle et cercle familial, peut-être que ça pourrait être une bonne réflexion. Voilà ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, en effet, quand on prend le sujet de l'international et de la culture d'entreprise à l'international, le point commun, c'est le sens et c'est la contribution finalement que les collaborateurs vont trouver dans leur participation à l'entreprise. Et puis après, on voit bien, enfin, c'est ce que je viens de décrire, il y a des attentes différentes en fonction évidemment des cultures aussi. Ouais, complètement. Sur les attentes, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le travail de demain, le monde du travail de demain. En fait, là, on a en une année ChatGPT qui est venu un petit peu bousculer le monde du travail, mais on n'est qu'au début. Derrière, il y a aussi la RSE, tu disais, qui fait aussi partie des points de repère, notamment pour le groupe Stellian. Oui. Tous les enjeux d'écologie. Et puis après, quelque chose aussi qui reste essentiel et problématique, enfin, la question de la cybersécurité, qui feront encore plus partie de nos quotidiens demain. Ouais. Là, effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, tu parlais de la RSE. En effet, chez Stellian, c'est un socle également fort aujourd'hui de création d'une culture commune. Et on a un vrai rôle à jouer. Alors, et c'est pas uniquement pour faire plaisir à nos clients. Je pense que c'est une vraie accroche. D'abord, il y a une importance évidemment sociale, sociétale à développer, avoir une vision RSE dans une organisation. Ça permet en effet aussi d'attirer, de fidéliser les talents. Mais je pense que c'est et quand on se projette sur le monde de demain, je pense que inévitablement les sociétés devront prouver leur rôle social, leur contribution à quelque chose qui est plus forte que leur performance individuelle, plus fort que les EBITDA ou leur plan stratégique. Et que demain, en tout cas, alors aujourd'hui, ça devient de plus en plus important, mais c'est pas forcément indispensable aujourd'hui. Mais demain, une société qui ne saura pas, de manière transparente, formaliser sa contribution à l'environnement, à l'économie, à la société, etc., sera mis hors jeu. Et une société qui n'aura qu'une vision purement financière, de performance ou nombriliste, on va dire, à mon avis, sera mis en jeu par les talents et ne gagnera pas la guerre des talents. C'est Emery Jacquia, dans un autre épisode de Culture d'entreprise, qui lui dit « L'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas ».
Je partage complètement. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est aussi, c'est se dire qu'en fait, la RSE, c'est pas juste pour attirer des talents, c'est aussi comprendre qu'il y aura un enjeu économique à s'engager. Clairement. Et c'est vrai, et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui font encore un peu ce qu'on appelle du greenwashing, etc., ou en tout cas mettent la RSE comme quelque chose, qui fait partie de... mais il y a une vraie réflexion, enfin moi c'est ce que, en tout cas, puis on est plusieurs dans l'organisation, à pousser le COMEX dans une réflexion de... encore une fois, la RSE, pas seulement au service du business court terme, mais également dans notre projet d'entreprise, dans notre mission d'entreprise. Et c'est ce qui va faire aujourd'hui et demain, finalement, que le groupe Stellian perdurera et vivra. C'est dans notre capacité à donner cette mission sociale, sociétale, environnementale, à notre activité. Laurent, est arrivée l'heure de la citation qui vient conclure un petit peu notre épisode. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as préparé ? Oui, alors moi, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. J'ai travaillé dans le début de ma carrière dans le domaine du sport, donc je suis très influencé par des déclarations de sportifs. Je suis toujours très à l'écoute de ce qu'ils disent. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui est « Avec du cœur, tout est possible ». Moi, je fonctionne avec beaucoup de passion. Alors, c'est peut-être senti dans mes propos aujourd'hui. J'ai beaucoup de conviction, beaucoup d'enthousiasme dans les sujets que je traite aujourd'hui. Et pour moi, avoir du cœur, montrer qu'on a du cœur, c'est important dans l'entreprise aujourd'hui. Montrer qu'on fait les choses par passion, qu'on est animé par quelque chose de plus important, notamment face aux difficultés, face parfois à des situations qui peuvent être un peu complexes, un peu tendues. De se dire que faire les choses avec courage, avec cœur et avec passion, c'est important, quoi. C'est marrant ce que tu dis là, parce qu'en préparant cet épisode, je suis tombée sur une phrase qui m'a beaucoup parlé, et vu qu'on parle un petit peu du monde de travail de demain, je trouve que ça s'y prête bien. C'est simplement, au cœur d'un monde digitalisé, l'humanisme deviendra une soft skill très recherchée. Et je trouve que c'est très vrai. Tout à fait. C'est ce qui nous reste. Enfin, moi, je pense que les sociétés seront humaines ou ne le seront pas. Et globalement, c'est ça. Aujourd'hui, une culture d'entreprise, elle doit montrer cette humanité. Alors, à travers la RSE, par exemple, mais pas que. À travers le management, c'est aussi une façon de développer un modèle humain, finalement, le management. De comment on respecte les gens, comment on les fait grandir, comment on apporte de la bienveillance, etc. Et pour moi, c'est très clairement, encore une fois, ce qui va permettre de créer des cultures d'entreprise durables, finalement. Ouais, l'entreprise doit penser au-delà d'elle-même, de son propre intérêt, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis à travers un modèle humaniste. Cette notion d'humanité et de modèle humaniste, pour moi, est très présent, et ça anime en tout cas mes actions. D'accord, très bien. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, Laurent. Merci, Grace, c'était un plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.